Alors, nous accueillons ce soir Nicolas Robert, qui est inspecteur de l'environnement à l'unité territoriale des Îles d'Or, donc le parc national de Port-Cros. Il est aussi plongeur et photographe. Il est biologiste marin. Voilà, il a fait biologie à l'université de Marseille. Et je salue en même temps tous les sapeurs-pompiers que nous avons en public, au moins un en tout cas, donc les sapeurs-pompiers volontaires dans la région. Alors, Port-Cros, qui n'a pas plongé? Non, je vais reposer ma question. Qui a déjà plongé à Port-Cros? Vous faites activer une petite icône pour voir un petit peu qui a déjà plongé à Port-Cros. Là, vous allez sur... Et voilà. Donc, j'en vois quelques... Ouais, voilà, un peu de tout. Bref, je pense que c'est quasiment tout le monde. Alors, Port-Cros, c'est au sud, donc en Méditerranée, au sud de la France. C'est entre Toulon et Saint-Tropez. Et donc, les îles, c'est au sud. Ici, on voit la presqu'île Yaïre, la presqu'île de Gien. Et donc, Port-Cros se trouve de ce côté-ci, le voici. Et donc, voilà Port-Cros. Vous voyez, il fait la croc ici. Et c'est un paradis pour les plongeurs, mais aussi en dehors. C'est une réserve naturelle. Et je dis un paradis, c'est vraiment le mot. Si on a été, je crois que personne ne pourrait me contredire. Mais maintenant, je pense que vous êtes venu pour Nicolas. Merci beaucoup de m'accueillir en tout cas. Donc comme les présentations ont été faites, je passe directement dans le vif du sujet. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on va parler de l'exemple de Port-Cros qui, en Méditerranée, est un modèle en termes de gestion marine et terrestre, puisque ça a été le premier parc en France à avoir cette double vocation de protéger à la fois la terre et la mer. Et là, en l'occurrence, c'est la mer qui nous intéresse. Donc, vu que je rebondis sur la carte que vient de vous montrer David, et là, pour encore plus focaliser la région, on a bien la petite île de Port-Cros qui va nous intéresser. Et vous voyez que tout ce qui est coloré, en fait, fait partie du parc national. Il y a 60 ans, c'était simplement la petite île de Port-Cros avec ses petits îlots satellites. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche bouger ou pas. Moi, je la vois. Ok. Nicolas, voilà. Donc là, c'était vraiment ça le cœur de parc d'il y a. Donc là, on est dans les années 1963 et se crée cette réserve, donc ce parc national, ce qui était le statut des années 60. Ça a été, c'était un outil très précieux d'un point de vue juridique pour la France en tout cas. Et puis ensuite, la ferveur et l'engouement que ça a pu susciter par rapport à cette protection, et surtout on est dans une région qui est quand même très touristique. On a cité Saint-Tropez tout à l'heure, hier, le Lavandou, enfin tout ça sont des communes du Var qui accueillent quand même beaucoup de monde l'été. Et donc face à cet engouement, l'idée du gouvernement français, de l'État, c'était de dire voilà, il faut que les parcs nationaux ne soient pas juste des réserves où on met un peu sous cloche la nature. Il faut que le territoire soit beaucoup plus grand et que les élus puissent aussi prendre part à cette gestion et à cette protection. Et donc, on a élargi le territoire. Et vous voyez qu'il y a l'île de Porquerolles. Du coup, on est dans les années 2010. Hein, et donc, Porquerolles est devenu aussi un parc. Et puis, sur les communes, il y a une charte. Et donc, les communes qui sont en bleu sont les communes qui adhèrent à la charte du parc.
On pourrait se poser d'ailleurs la question de se dire, finalement, il y a une entité, il y a une espèce de continuité territoriale, et on voit qu'il y a Porquerolles, il y a Porquerolles, et puis on voit cette île qui est quand même assez grande, qui est l'île du Levant. Pourquoi elle n'a pas plus de couleurs que ça? C'est la question qu'on pourrait légitimement se poser. Il se trouve que l'île du Levant est une île qui est à 80% militaire. Je vous rappelle que là, on est dans la rade de Toulon, donc on est comme on pourrait l'être à Brest pour les gens qui connaissent en France. Là, Toulon, c'est vraiment le haut lieu de l'armée. Donc, le Levant étant militaire, c'était très compliqué qu'elle ait aussi le statut de parc national. Donc, bon, en même temps, en général, quand il y a des militaires, c'est assez bien protégé, donc on n'a pas trop à se plaindre de ce côté-là. Alors, voilà notre petit îlot qui nous intéresse. Donc, vous voyez que c'est quand même une petite goutte d'eau, hein, puisque c'est à peine un peu plus de, enfin, c'est 1300 hectares de mer, parce qu'en fait, donc 600 mètres autour des îlots, on est dans le territoire du parc, et donc là, l'ensemble de la mer est protégé. Alors, protégé, il y a quand même une activité, hein, il y a du nautisme, il y a du tourisme, il y a des gens qui débarquent sur l'île, etc. Mais il y a des règles qui sont très strictes. Et pour ceux qui sont venus plonger à Porquerolles, un des hotspots européens de la plongée, c'est évidemment l'îlot de la Gabinière, où là, c'est vraiment c'est l'aquarium méditerranéen, hein, c'est la Méditerranée telle qu'elle était dans les années 60, puisque depuis, tout a été figé, et, y compris la pêche, etc. Donc vraiment, c'est de la conservation pure autour des sites de plongée. Il y a aussi Montrémian, pour ceux qui sont venus. La Montrémian, on est ici. La Croix, le Vaisseau, et puis la Pointe de la Galère qui est par là. Donc, je reviendrai un peu plus dans le détail sur les sites de plongée, mais globalement, voilà pour la présentation en tout cas de cette île avec tous ces satellites, sachant que les satellites, eux, sont en réserve intégrale. Alors là, pour le coup, on parle vraiment de réserve. Donc, ça veut dire que la Gabinière, par exemple, on pourrait pas débarquer et aller se promener sur la Gabinière. Bon, pour ceux qui connaissent, faudrait vraiment être amateur d'escalade. Voilà, c'est pas un rocher très accueillant, disons, mais bon, pour nous, c'était important parce qu'évidemment, la partie terrestre est préservée aussi, et on a de la nidification de nombreux oiseaux. Donc, voilà pourquoi aussi, pour ceux qui connaissent un peu les oiseaux marins, le puffin notamment, qui est un emblème pour moi, est le roi des oiseaux marins, en Méditerranée en tout cas, il nidifie sur Porquerolles, donc c'était aussi la raison d'accroître la protection sur certains îlots et de les classer en réserve intégrale. Alors, j'en viens à notre sujet qui nous intéresse tous et qui est notre point commun. David vous l'a dit, hein, je suis scaphandrier professionnel, donc pour le travail, je suis aussi moniteur fédéral pour la partie loisirs, mais la plongée fait partie de mon métier intégralement. Donc la plongée, c'est une activité qui, voilà, dans le Var, vous vous doutez bien que c'était aussi une grosse pression pour des sites comme la Gabinière ou Montrémian. Donc la plongée, à un moment donné, nous, en tant que gestionnaire, on s'est dit, on va pas se mentir, on se doute bien qu'il y a quand même des impacts biologiques qui sont inévitables, surtout non. Alors par la qualité, on sait très bien que les plongeurs en général sont quand même des amoureux de la mer, et on n'a pas de doute là-dessus. Mais sur la quantité, et vous verrez que la quantité compte énormément, il y a forcément des impacts possibles. Donc,
Évidemment, au départ, nous, on avait un problème avec les ancres parce que le support surface, forcément, il faut bien qu'il soit stationnaire en général, pas forcément tout le temps, mais donc le mouillage était un problème. On n'était pas à l'abri non plus de contacts volontaires ou pas d'ailleurs. Je pense souvent pour être photographe, donc je ne jette pas la pierre aux photographes, mais c'est vrai que des fois, selon la photo, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être posé pour faire de la macro d'un Doris ou d'un nudibranche quel qu'il soit. Les bulles, on n'est pas tous en recycleur et c'est vrai que sur des cavités, voilà, ça peut être impactant. L'éclairage, évidemment, puisque, bon, on parlera peut-être des plongées de nuit si on a le temps, mais l'éclairage en général, passer une certaine profondeur, qu'on soit photographe ou pas, histoire de profiter vraiment des pleines couleurs, on utilise de l'éclairage. Un des gros soucis qu'on avait aussi, c'était le nourrissage. Parce qu'en général, quand on vend une plongée, et surtout nous ici à Port-Cros, on vend en général du mérou, on vend du gros poisson, et pour être sûr de satisfaire le client, entre guillemets, donc n'y voyez pas trop un aspect péjoratif quand je dis ça, mais malheureusement, on a des structures commerciales en face de nous qui vendent de la plongée, donc pour eux, c'est des clients. Et le nourrissage, des fois, c'était quand même assez tentant. Et puis, des fois, le retournement du substrat, alors soit involontaire avec les palmes, soit volontairement pour montrer un peu la faune qui se cache et qui préfère l'ombre à la lumière, et avec des fois de très bonnes surprises, mais il n'empêche que tout ça représentait un impact possible. Donc nous, en tant que gestionnaire, on s'est dit, la plongée, c'est quand même une activité qui est quand même importante, et on est obligé de prendre en compte tout ça, sachant aussi que y a un impact, il y a des impacts socio-économiques importants parce que d'un point de vue constitutionnel, c'est compliqué de dire on met un quota sur le nombre de plongeurs, etc. Et vous verrez que finalement, on trouve des outils juridiques pour pouvoir le faire. Mais voilà, il y avait cet impact-là qui était pas négligeable parce que c'est une activité commerciale qui rapporte énormément, en tout cas dans le Var, ça c'est sûr. Qui dit quantité de plongeurs, surtout la mer, c'est aussi un espace de liberté, et donc on a quand même d'autres usagers qui fréquentent les eaux, y compris les eaux du parc national. Donc on avait une forte fréquentation avec potentiellement des conflits d'usage. Et tout ça nous faisait, enfin, on se posait du coup la question en termes de sécurité, est-ce que tout ça ne va pas générer des problèmes plus que du plaisir à venir dans le parc national continuer à faire de la plongée. On parle quand même de 48 000 plongées par an, donc c'est quand même assez conséquent. Donc nous, du coup, en tant que gestionnaire, il fallait qu'on fasse des aménagements. Alors, la force de tout ça, c'est pour ça que je rends grâce aux plongeurs, c'est que les plongeurs étant quand même des amoureux de la mer, cette gestion a une histoire. Une histoire parce que là, on est dans les années 80 et du coup, tout le monde se met autour de la table pour dire, bon, vous, parc national, vous voulez protéger, et nous, plongeurs, on veut continuer à profiter de votre protection et de tout ce qu'on peut voir dans les eaux du parc. Donc, commence une concertation entre les plongeurs et le parc national. Dans les années 90, du coup, tout le monde ayant bien travaillé, on se met d'accord pour dire ce qu'on peut faire, c'est on va signer une charte
qui va vous impliquer, vous en tant que plongeur, qui va responsabiliser vos clients, et je mets des guillemets à clients, ou vous en tant que moniteur, vous serez garant et responsable du comportement des gens que vous allez encadrer, parce que vous êtes notre voix à nous, en fait, parce que nous, Parc National, on n'est pas sous l'eau avec les autres plongeurs. Donc, vous, moniteurs, c'est vous qui êtes le responsable de ce plaisir à être dans le cœur de parc et à pouvoir plonger. Et donc, on implique réellement les plongeurs dans la gestion même des sites de plongée, y compris dans les aménagements d'ailleurs, où on se pose des questions pour dire, il y a d'autres bateaux qui passent, il y a des pêcheurs qui potentiellement voudraient mettre des filets, il ne faut pas mettre d'ancre. Il y a des plaisanciers qui risquent d'avoir une vitesse excessive proche des sites de plongée. Donc, on est vraiment dans la construction de se dire, on est dans cet espace naturel sensible, mais un espace riche. Et vous êtes, vous, les personnes à pouvoir en profiter. Comment est-ce qu'on aménage tout ça ? Et dans les années 2000, alors ça a été un petit peu tout le monde a été surpris de ça d'ailleurs, mais avec le recul, on se dit que finalement, c'était pas plus mal. Donc dans les années 2000, en fait, le préfet maritime s'empare de ce sujet. Et nous dit clairement, OK, vous avez bien travaillé avec les plongeurs. Par contre, moi, je vais du coup maintenant mettre un cadre juridique, c'est-à-dire que la charte que vous venez de mettre en place, eh bien, je vais en faire un règlement. Donc, ça va devenir obligatoire. Donc, ce règlement, eh bien, comme tout règlement, il y a des articles. Et l'article premier de ce règlement, c'était de dire que la plongée est interdite. Alors là, je ne vois pas vos visages, hein, donc je n'ai que mon diaporama en face de moi, donc je ne vois pas vos réactions. Mais quoi qu'il en soit, en France, quand on réglemente, en fait, on interdit d'abord. Et donc, du coup, la plongée est interdite en cœur de parc. L'article 2, c'est de dire, il y a une charte, et donc si vous signez la charte, alors effectivement, vous aurez la dérogation pour venir plonger dans le cœur de parc. Donc au départ, c'était vraiment quelque chose de physique, hein, c'est-à-dire qu'on avait un papier, les gens venaient nous voir et lisaient la charte papier devant eux, et ils prenaient leur plus belle plume et ils signaient en s'engageant très formellement à respecter cette charte. Alors, juste, je vous ai mis l'article 4 de ce règlement, c'est justement tout ce qui est, donc je n'ai mis que ce qui nous intéressait de la charte, donc le comportement qui était demandé aux plongeurs. Donc, vous voyez, c'est le contact physique, le prélèvement ou la destruction, évidemment, l'action de perturber, le nourrissage, puisque ça, c'était un de nos gros soucis. L'usage du gilet stabilisateur, parce que à l'époque, il y avait encore. Alors maintenant, je pense que si on demandait ça aux plongeurs, ils nous regarderaient avec des yeux en se disant, on est tous à plonger au gilet, même si avant on avait les Fenzi, etc. Bon, là, globalement, tout le monde les utilise, mais l'usage du gilet stabilisateur, ça veut dire aussi de le maîtriser. Et ça nous a permis aussi à nous de se dire, est-ce qu'on autorise les formations je pense à du niveau 2 où du coup on apprend à l'élève à se servir du gilet, donc potentiellement il ne sait pas s'en servir au départ, donc c'est un peu dommage de faire ce type d'exercice dans un cœur de parc national, puisque au-delà de la sécurité du plongeur, il va y avoir de la perturbation parce que l'élève ne maîtrise pas encore la stabilisation. L'usage d'engins sous-marins motorisés, ça paraissait assez évident. Et puis ensuite, tout ce qui est pollution. Alors là, c'était plus pour la structure, surface, hein, donc le bruit
Et ce qui était évidemment demandé, et là j'en reviens au rôle du moniteur, c'est qu'il y ait systématiquement un briefing qui soit fait avant la plongée. D'abord et moi ce qui me semble, enfin avec ma sensibilité, c'est de bien dire avant aux gens le privilège. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. C'est voilà, vous avez le privilège de plonger dans un cœur de parc national. Peut-être même en citant l'article 1, de dire que normalement, c'est interdit. Et là, vous allez pouvoir plonger en cœur de parc. Et donc, du coup, eh bien, pour ça, on va vous demander qu'il n'y ait pas de contact physique, de prélèvement, de perturbation, etc., etc. Donc ça, c'était quelque chose qui, pour nous, était très important. Et puis, évidemment, le respect des autres usagers. Et ça, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, parce que là, on sort d'une saison et je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes de conflits d'usage entre plongeurs et autres catégories socio-professionnelles qui sont sur les eaux du parc national. Mais malheureusement, le nombre, la quantité, la fréquence, etc., fait que inévitablement, on se retrouve des fois dans un rôle d'arbitrage. Et bon, ça, c'est assez dommage, mais vous verrez avec les chiffres, vous comprendrez très bien pourquoi, malheureusement, c'est quasiment inévitable. Donc voilà en gros notre règlement qui, ça y est mis en place par l'État et donc se doit d'être respecté. Et moi personnellement, mon travail est de faire respecter ça. Donc du coup sur Porquerolles, là voilà, on a bien l'illustration. Du coup, on a aménagé les sites. Donc, certains d'entre vous doivent s'y retrouver par rapport à aux plongées qu'ils ont pu faire. Donc, vous voyez là, on voit bien la surface que représente le parc national avec les différents sites, hein, Montrémian, les dalles pour les baptêmes, la galère, vaisseau, croix, gabinière. À chaque fois, il y a plusieurs petits ronds bleus. Parce que chaque petit rond bleu, rappelez-vous, hein, on s'était dit attention, on ne met pas d'encre, etc. Et les clubs de plongée étaient les premiers à nous le demander, puisque d'abord, ça représente aussi la sécurité, de choisir si soit on est sur une dérivante, et auquel cas, le support surface suit les bulles et pour des raisons évidentes de sécurité, soit on est accroché à une bouée. Et là, comme ça, au moins, on est tranquille pour les mises à l'eau, pour tout, en fait. Donc nous avons aménagé tous ces sites, ce qui représente du coup 14 bouées. Bouées qui sont, entre parenthèses, du coup, exclusivement réservées à l'usage de la plongée. C'est-à-dire que là, vraiment, pour tous les plaisanciers qui viennent dans le cœur de parc national, ils ont des bouées pour eux. Hein. Vous voyez toute la partie jaune là qui est avec la croix barrée. Et là, on a aménagé et on a mis des bouées qui sont spécifiques pour la plaisance. Par contre, tous les petits points bleus, ce sont des bouées où c'est clairement marqué dessus que c'est uniquement réservé à l'usage de la plongée, ce qui, entre parenthèses, est un énorme confort pour les clubs de plongée qui viennent. Parce que vous imaginez bien que le 15 août, dans le Var et à Porquerolles, le nombre de bateaux est assez hallucinant. Et donc, le fait d'avoir sa bouée, d'être sûr d'avoir sa bouée, encore faut-il évidemment se mettre d'accord avec les autres clubs signataires de la charte. Ça, vous vous en doutez bien. On a fait la même chose à Porquerolles, évidemment. Donc, on a à peu près sur le même nombre de sites et le même nombre de bouées. Alors, Porquerolles, il y a aussi beaucoup de monde. C'est moins, comment dire, je voudrais pas, en plus on est enregistré, donc je voudrais pas dire des choses concernant Porquerolles, en tout cas pas faire de comparaison, mais Porquerolles est protégé depuis moins longtemps. Donc, des plongées qui potentiellement en termes de faune peuvent être un peu moins spectaculaires, ce qui n'est pas le cas au niveau paysage, parce que là par contre au niveau paysage, Porquerolles est je pense beaucoup plus impressionnante que Porquerolles, mais bon, c'est plus récent et il y a plus d'activités tout autour. Voilà. Alors,
justement, pour vous montrer un peu les chiffres du coup, c'est que ça représente, parce que du coup, ce règlement, je vous ai mis le logo en bas là, qui s'appelle CAPEL. Donc CAPEL, en fait, c'est juste pour l'abréviation de carnet de plongée en ligne. Donc, ça permet à la fois de signer la charte. Donc, ça veut dire qu'on peut se mettre sur le téléphone, l'application CAPEL, signer la charte et du coup être autorisé à plonger. Alors, pour pas que ce soit non plus trop facile et qu'on perde le contact avec, avec les structures, on perd jamais le contact parce qu'elles sont identifiées, on les connaît depuis longtemps. Donc ça va, mais les individuels peuvent venir plonger avec leur propre bateau ou en louant un bateau, etc. Et donc on voulait quand même avoir ce contact-là. Donc ce qu'on a imposé quand même, c'est que les gens, ils doivent signer le carnet, enfin le CAPEL, donc la charte de plongée, et ensuite venir dans un de nos locaux. Donc, soit sur Porquerolles, soit sur Porquerolles, soit sur Hyères, enfin sur le continent. On a plusieurs points de bureaux d'information. Nous présenter la signature de la charte, même si elle est numérique. Et du coup, on leur remet un autocollant qui est annuel et qui doivent apposer sur leur bateau. Ce qui nous permet, nous, pendant les contrôles, si on voit l'autocollant, du coup, on ne va pas s'approcher du bateau parce que, voilà, ils sont pour éviter de perturber, et en tout cas, pour des raisons de sécurité, on évite quand même de s'approcher des plongeurs quand ils sont en action de plongée. Mais au moins, nous, visuellement, on peut identifier pour être sûr qu'au moins la palanquée est signataire de la charte. Donc ça représente quand même, excusez-moi, et je continue sur le carnet de plongée en ligne, c'est que comme son nom l'indique, et ça c'est prévu dans le règlement, c'est qu'il y a l'obligation de déclarer la plongée. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les gens ont plongé, ils doivent dire le nombre de plongeurs, le nombre de palanquets, le nombre de plongeurs par palanquet et sur quel site ils ont plongé. Ce qui permet, nous, d'abord d'avoir aussi un peu des statistiques et de savoir combien on a de plongées déclarées en cœur de parc, mais ce qui nous permet aussi un certain contrôle pour que les clubs doivent du coup nous déclarer le nombre de plongeurs qu'ils mettent à l'eau, sachant que, et je vous parlais de quotas dans mes propos liminaires, mais en fait, on s'est rendu compte que par rapport à la quantité, on a limité à 40 plongeurs par site en même temps. Donc, ça nous permet aussi de contrôler ça. Et on fait d'ailleurs, nous aussi, des contrôles en surface et sous l'eau, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, pour vous donner à peu près les chiffres, c'est que du coup, on a 103 structures professionnelles qui sont signataires de cette charte, 900, un peu plus de 900 individuels, ce qui est déjà pas mal. Et ça représente donc 48 000 plongées sur Porquerolles, 30 000 sur Porquerolles. Et vous voyez que sur Porquerolles, dans les 48 000, 20 000 sont à la Gabinière. C'est vraiment le hotspot vraiment au niveau méditerranéen. C'est réputé pour ça, à juste titre d'ailleurs. Mais voilà, du coup, ça nous vaut quand même un certain nombre de plongeurs et donc de bulles et donc potentiellement de perturbations ou pas en fonction du respect du règlement. Alors, par rapport à ces chiffres et par rapport à cette fréquentation, inévitablement, ça sous-entend qu'il y a un contrôle qui est nécessaire. Et au-delà de la plongée, d'ailleurs, vous vous doutez bien que quand on met la tête sous l'eau et même sans être en scaphandrier, en plongée autonome, même en apnée, on se rend vite compte que c'est très poissonneux, qu'il y a une biomasse et une biodiversité qui est quand même assez, c'est le résultat de plus de 60 ans de protection. Il n'y a pas de filet de pêche, il n'y a pas de prélèvement possible.
Donc, on n'est quand même pas à l'abri de braconnage, et on sait qu'il y en a, puisqu'on a des traces quand même hein, de braconnage. Donc, ben, le contrôle est évidemment nécessaire. Alors du coup, ben, on le fait, là vous voyez, là vous avez typiquement l'exemple de la bouée réservée avec l'autocollant parc et c'est bien noté dessus que voilà, c'est réservé à la plongée. Et donc là, ça nous permet, quand on vient contrôler les clubs de plongée, bah déjà de les connaître, de se présenter, de savoir si tout va bien et puis d'insister aussi sur bah, le fait qu'on est bien en cœur de parc, comme ça on est quand même visuellement identifié. Vous voyez que ça fait un peu même police, enfin au niveau des couleurs, le gyrophare, etc. Voilà, ça fait contrôle quand même. Et même si nous, dans notre discours, on n'est pas là pour embêter les gens, mais quand même pour se montrer. Et du coup, de prendre le nombre de demander le nombre de plongeurs pour quand même s'assurer qu'ils déclarent bien après le nombre de plongeurs parce qu'on aimerait vraiment que soient respectés les 40 plongeurs par site de plongée. Et je pense que même pour les plongeurs, si on commence à avoir plus de plongeurs que de mérous à la Gabinière, je pense que du coup, le privilège est amoindri parce que le plaisir n'est pas le même. Donc, pour nous, ça, c'est important et c'est important, à mon sens, y compris pour les plongeurs eux-mêmes, quoi. Donc, peut-être pas pour les patrons de clubs qui, de toute façon, facturent la plongée, mais pour le moniteur qui emmène ses sauces à palanquer, d'avoir ce moment un peu de sérénité avec des gros poissons. Bah, c'est plus agréable que d'être dans un endroit où on a l'impression que c'est les Champs-Élysées, quoi. Pour l'exemple touristique français. Hein. Du coup, et ça nous permet aussi ce contact-là, parce qu'au final, vous voyez que 20 000 plongées à la Gabinière, ben, finalement, on se rend compte que clairement, les plongeurs sont évidemment beaucoup plus, et notamment les moniteurs, sont beaucoup plus dans l'eau que nous. On aimerait bien l'être un peu plus, mais malheureusement, nos missions sont diverses. Et du coup, bah, c'est un peu nos yeux, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à des choses qui pourraient se passer sous l'eau ou des nouvelles espèces qui pourraient arriver, comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs, bah, c'est souvent les plongeurs, les moniteurs qui nous interpellent ou quand on vient à leur contact, qui nous disent bah, tiens, hier j'ai plongé à Montrémian et j'ai vu voilà, telle espèce ou une nacre ou un comportement un peu bizarre de mérou ou un poisson qu'on n'a pas l'habitude de voir, etc., etc. Donc, ça nous permet de travailler un peu comme dans mon historique des années 80, où on est un peu tous autour d'un intérêt commun de ce site qu'on veut tous préserver et donc de collaborer intelligemment là-dessus, quoi. Alors, on contrôle également sous l'eau. Donc, ça nous permet, nous aussi, de faire de la veille écologique, hein, ce qui est pas plus mal, mais aussi de contrôler. Et on ne s'en cache pas. Hein, c'est que, voilà, quand on voit qu'il y a beaucoup de palanquets, beaucoup de bateaux en surface, ben, on s'équipe et on s'immerge nous aussi. Et ça nous permet du coup de voir un petit peu les comportements, de voir si les règles de la charte sont bien respectées. Parce qu'encore une fois, et là moi je ne veux pas mettre tout sur le dos des moniteurs, hein, parce que pour avoir été moniteur moi aussi, alors en Corse, mais ben on est quand même pas responsable de tout ce qui se passe, même si on l'est d'un point de vue sécuritaire. Mais c'est vrai qu'un plongeur qui, à un moment donné, est derrière nous et qui va s'accrocher au rocher, ou alors si c'est à une gorgone, c'est un peu plus embêtant, mais bon, voilà, ou pour une raison quelconque, ne respecterait pas la charte,
bon, ben, c'est aussi un peu notre rôle de se montrer, y compris auprès des gens qui suivent le moniteur, pour que le moniteur se sente pas trop seul. Et quand il fait un briefing et qu'il dit, ben voilà, vous êtes en cœur de parc national et il y a un comportement à avoir, ben il voit aussi qu'il y a des polices de l'environnement qui peuvent venir les voir à un moment donné pour leur dire attention, enfin voilà, remonte un peu, là, tu es en train de palmer dans la Posidonie et ça a peu d'intérêt ni pour toi ni pour la Posidonie. Donc voilà. Alors si je peux sortir du diaporama et peut-être vous montrer juste un extrait de contrôle qu'on a fait, si ça vous intéresse. Alors je ne sais pas, David, si tu peux prendre la parole, est-ce que je montre un Oui, extrait? oui, tout à fait, tu peux. Vas-y, envoie. Hein. C'est la Ok, petite vidéo qu'on a vue, hein, donc c'est super. Que tu as là, commenté d'ailleurs. vous la voyez? Voilà, on la voit. Voilà. Donc là, typiquement, ben, j'arrive sur une palanquée. Voilà, là, on est vraiment à la Gabinière, hein, donc vous voyez que les mérous sont quand même bien présents. On constate quand même là, hein, qu'il y a, enfin, vous voyez que là, le contact y est. Euh, et là, ben, il y a même un petit contact avec le mérou. Là, c'est en l'occurrence, c'est l'encadrant, hein, de la plongée. Donc là, dans un premier temps, ben voilà, moi je vais juste aller voir la personne qui est responsable de cette palanquée, me présenter, lui indiquer que son contact c'est pas nécessaire et que sa palanquée, eh ben, elle doit être un petit peu plus élevée et stabilisée. Et on en reste là pour l'instant. Donc moi, l'avantage c'est que du coup, j'ai déjà identifié la structure, hein, je sais de qui il s'agit. Alors, je reviens sur mon diaporama. J'ai identifié la structure, donc je sais de qui il s'agit. Donc après, ce sera, ce sera a posteriori que j'irai voir le responsable du club pour indiquer que voilà, j'ai contrôlé son moniteur et que lui-même a fait une erreur. Et devant des gens qui l'encadrent, le contact avec le mérou, pour nous, ça passe pas du tout. Sachant qu'en plus, cet été, on a eu de plus en plus de signalements de mérous qui devenaient assez agressifs. Alors au début, on pensait que c'était par rapport au nourrissage et que du coup, il était là à chercher, à réclamer un peu son dû parce qu'il était habitué quand il y avait des plongeurs à être nourris. Et puis là, on s'est rendu compte que, enfin moi, les vidéos qu'on m'a montrées, c'était vraiment de l'agression. Donc potentiellement, pourquoi pas une individualité, un mérou un jeune mâle territorial qui pète un plomb parce qu'il a vu 20 000 plongeurs dans la saison et à un moment donné, il en a marre, quoi. Pourquoi pas? Là, après, je ne fais pas de la psychanalyse de poisson, hein, mais bon, toutes les pistes sont ouvertes. Mais tout ça pour dire qu'il y a des incidences quand même sur la quantité de plongeurs, y compris dans le comportement des poissons. Et donc ça, enfin voilà, c'est quand même assez important. Alors, je vous parlais tout à l'heure de justement le fait d'être dans l'eau et le fait qu'on ait de nombreux plongeurs qui sont à la Gabinière. Du coup, c'est aussi une façon pour nous, et c'est notre rôle, de s'assurer qu'au-delà du comportement des poissons, mais que la biodiversité se porte quand même toujours bien, malgré, alors là, on parlait des nuisances humaines, mais malheureusement, les nuisances humaines, elles sont invisibles et on est plutôt sur du changement global en Méditerranée en tout cas. Puisque l'échelle de la Méditerranée fait qu'il y a une grosse accélération des phénomènes globaux qu'on peut voir sur le reste de la planète bleue. Donc là, c'est un peu notre boulot. Et pour ça, effectivement, on a des sentinelles. Donc là, vous reconnaîtrez, il y a déjà 2 espèces protégées, hein, la grande nacre et la posidonie. Donc ça fait partie des éléments qu'on suit.
Évidemment, le mérou, parce que ça, c'est non seulement c'est un peu notre emblème pour la partie marine du parc national, mais par exemple, le groupe d'études du mérou, hein, dont vous avez certainement peut-être connaissance, qui a mis en place le moratoire, toute cette initiative-là est partie du parc national de Port-Cros, puisqu'il n'y avait finalement pas tant de mérous que ça quand le parc a été créé, parce que la chasse sous-marine, parce que plein de choses. Et donc, le mérou a eu du mal à revenir un peu en force. Et c'est pareil pour le corbe, puisque le corbe a fait lui aussi partie des espèces un peu emblématiques et malheureusement qui était une proie un peu facile pour les chasseurs. D'abord parce que très rentable en termes de prix, et puis de par son aspect grégaire, familial, structure sociale, voilà, c'était facile de décimer une population de corbes quand on connaissait un petit peu son habitat et qu'on avait repéré son trou. Donc tout ça, ce sont des espèces évidemment que l'on suit. Pour exemple, voilà, sur la gabinière, c'est là typiquement le terrain de jeu des scientifiques parce que c'est là qu'on en a le plus et puis ça nous permet aussi de voir s'il y a une interaction ou un dommage collatéral avec l'activité plongée justement. Et aussi s'il n'y a pas trop de braconnage. Donc, c'est là qu'on a le plus de suivi. On était à une dizaine de mérous dans les années 70. Et là, le dernier comptage, alors j'ai eu les chiffres pas plus tard qu'aujourd'hui. On est à un petit peu plus de 1000 mérous dans les eaux du parc national. Donc, et une chose aussi remarquable, enfin, qu'il faut remarquer en tout cas, c'est qu'au niveau de la taille des mérous, on va maintenant de 4 cm à 1,20 m. Donc, on a toute la structure sociale du mérou, et ce qui est garant d'un très bon équilibre pour nous. Le mérou étant super prédateur, du coup, on considère qu'à partir du moment où le mérou va bien, c'est que le site où on se trouve va bien. Dans tous les écosystèmes et tous les réseaux trophiques qui dépendent directement dont le mérou fait partie, bien ça nous garantit la bonne santé des écosystèmes où il se trouve. Donc ça, pour nous, c'est un très très bon indicateur. Alors, évidemment, on ne suit pas que le mérou, hein, on suit tous les peuplements de poissons et on s'est bien rendu compte de l'évolution, évidemment. Alors là, sur l'ensemble du parc, hein, pas que sur Port-Cros, et y compris, vous avez vu au Levant, hein, l'île militaire, puisqu'on est quand même proche. Sachant que nous, en tant que gestionnaires, c'est vrai que là, on s'est focalisé sur la gabinière parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant que plongeurs. Mais à l'échelle du parc national, il faut qu'on prenne en compte le comportement des animaux, la saisonnalité, la potentielle migration de certaines espèces. Et donc, en réalité, on a plein de corridors écologiques au niveau du territoire du parc. Donc c'est logique qu'on ait un suivi sur un petit peu tout le territoire. Et le suivi nous montre bien que, évidemment, quand on est dans un espace protégé, on a l'effet réserve et donc on a une amélioration de la biomasse et de la biodiversité en général. Et Porquerolles, qui est cœur de parc depuis moins longtemps, on voit l'amélioration, mais avec un petit délai, évidemment, un petit retardement. Et on a la comparaison quand on est sur le continent, même si on est dans le parc, on n'est pas en cœur de parc. Et donc, il y a de la chasse sous-marine, il y a de la pêche de loisirs, il y a tout ça. Donc, forcément, l'état écologique est évidemment moindre que quand on est dans les cœurs.
Je vous parlais tout à l'heure de la grande nacre, ça fait partie aussi des espèces que l'on suit parce que espèce protégée, parce que espèce emblématique. Et puis comme c'est un filtreur, ben, du coup, il nous donne des indications sur la qualité de l'eau en général. Et du coup, ben, c'est une espèce qu'on suivait. Malheureusement, on a eu un parasite il y a un peu moins de 10 ans qui est arrivé et qui a décimé quasiment toute la population de grandes nacres. Je parle bien là de la Pinna nobilis, hein, pour s'il y a des biologistes parmi nous. Donc cette grande nacre malheureusement a disparu et donc là on est en train d'essayer, on espère évidemment qu'elle va revenir. Alors il y a d'autres nacres qui se développent, mais voilà, ça faisait partie de nos inquiétudes. Mais ça montre bien notre fragilité en réalité. Nous, gestionnaires, on a nos petits 1300 hectares de mer perdus au milieu de cette toute petite Méditerranée, elle-même perdue au milieu de cette grande planète bleue. Et finalement, on est sur, ça représente 1% de la surface globale de tous les océans du monde. Et là, je parle bien de la Méditerranée. Et dans ces 1 petit pourcent, eh bien, on a quasiment presque 20% de la biodiversité marine mondiale. Et donc, ça montre bien notre fragilité, à la fois notre richesse en termes de ressources, mais notre fragilité aussi parce que la Méditerranée, ben, depuis les Grecs anciens et depuis que l'homme existe en Méditerranée, eh ben, c'est une mer qui est hyper fréquentée et avec des enjeux économiques, politiques qui sont très importants. Et donc, on n'est pas à l'abri d'espèces qui arrivent de la mer Rouge par Suez, d'Atlantique, et transportées par nos nombreux déplacements qui se font en Méditerranée, hein, parce que ça fait quand même éviter toute l'Afrique. Donc, c'est un gain de temps monstrueux. Et donc, ben, il y a des apports. Et donc, on aura beau protéger tant bien que mal notre petit îlot de la Gabinière ou notre cœur de parc national, qui soit Porquerolles ou Porquerolles, ben on reste quand même dans une Méditerranée qui est hyper fréquentée et qui est hyper fragile face aux changements globaux, quoi. Donc ça nous fait aussi redescendre sur Terre, hein. Et c'est important de temps en temps de changer d'échelle pour avoir cette notion-là. Surtout qu'on se rend compte que de plus en plus, on est sur des canicules marines, hein, réellement. Et donc, en termes de comportement dans la colonne d'eau, on a maintenant des migrations qu'on ne voyait pas avant de certaines espèces, voire même des espèces qui s'installent et qui se plaisent bien évidemment allègrement dans tout ça. Donc, face à tout ça, évidemment, on essaye d'avoir un suivi sur ce changement climatique. Les gorgones sont les meilleurs exemples, enfin pour nous, sont très révélateurs parce que faune fixée, donc elles n'ont malheureusement pas la possibilité de migrer sur la colonne d'eau et d'aller plus en profondeur pour échapper à ces variations de chaleur. Du coup, ben, on teste un peu leur résilience et on se rend compte d'ailleurs qu'elles sont résilientes parce qu'on s'attendait honnêtement à un petit peu plus de catastrophes au niveau des gorgones rouges, voire même des gorgones blanches. Et finalement, on se rend compte qu'elles résistent assez bien. Alors, il y a de l'impact, il y a de la perte, mais pas aussi catastrophique que ce que l'on craignait. Et peut-être aussi parce qu'on a la chance en Méditerranée, quand même, malgré que ce soit une mer, qu'on considère ça comme une mer, c'est en réalité un petit océan, la Méditerranée. Ça, tous les océanographes, excusez-moi, en sont convaincus. C'est que en réalité, c'est un petit océan. Et qui dit petit océan dit beaucoup d'échanges et une courantologie et un relief qui est quand même assez conséquent.
et c'est ce qui, à mon avis, sauve un peu ce genre d'espèces telles que les gorgones. Et voilà. Et si pour ceux qui ont plongé à la Gabinière, ils auront certainement le souvenir d'un courant quasi permanent. Surtout sur la façade est de la Gabinière. Et donc, c'est ce qui potentiellement, enfin, on pense en tout cas que c'est ce qui peut-être sauve un petit peu, enfin, aide à la résilience de ces espèces fixées. Là, pour vous donner un exemple de ce qui est en cours, et ça rejoint un peu le problème notamment des bulles dont on parlait au début, d'un potentiel impact par rapport à la plongée, c'est que là, on est en train de faire un suivi sur vraiment les grottes sous-marines. Et notamment celles qui sont exploitées, enfin en tout cas visitées par les plongeurs, pour justement avoir un suivi sur l'écologie des grottes, qui est une écologie très, très particulière. Et donc, voilà, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose ou d'une espèce qui serait en détresse à cause de la surfréquentation de notre air pressurisé venu de la surface, quoi. Bon, le protocole, ça, je vais vous passer ça. Donc là, encore une fois, pour vraiment dire, pour rechanger à nouveau d'échelle, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est quand même assez important. Donc tout à l'heure, je vous ai dit 20%, pardon, c'est 10% de la biodiversité mondiale dans ces petits 1%, sachant que du coup, notre mini-océan reste quand même sous l'influence de l'océan Atlantique, puisque 70% des espèces qui se trouvent en Méditerranée viennent de l'Atlantique. 20% sont considérées comme endémiques, ou en tout cas sont méditerranéennes, et 10% viennent du canal de Suez, enfin en tout cas arrivent de mer Rouge, donc espèces dites lessepsiennes. Voilà. Et puis, la Caulerpa taxifolia, je pense que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. On est en plein dessus en ce moment, parce que là, on profite que maintenant, il y a moins de plongeurs sur les sites, et donc on fait du contrôle sur la Caulerpe, sachant que ça a été de notre part, voilà, des images que j'ai faites là sur Porquerolles le mois dernier. Où on voit très clairement que dans les zones où il y a encore du mouillage, il y a forcément cette espèce envahissante. Alors, il a été démontré que ce n'est pas la catastrophe, je ne sais pas si pour certains, si vous avez suivi, mais dans les années, quand la Caulerpe est arrivée en Méditerranée, tous les scientifiques tiraient la sonnette d'alarme en parlant de l'algue tueuse et qu'on allait perdre finalement la Méditerranée parce qu'on allait perdre la Posidonie. Alors, sur le concept, ils avaient entièrement raison, dans le sens où si on perd la Posidonie, alors effectivement, on est tous, à mon avis, la Méditerranée mourra. Ça, on en est tous convaincus, scientifiques et amoureux de la Méditerranée, de par les services écologiques rendus. On sait très clairement que la Posidonie est vraiment la garante de la biodiversité en Méditerranée. Et donc, la Caulerpe potentiellement était une menace. En réalité, on s'est rendu compte que malgré ses toxines et malgré son absence de prédateurs, en fait, la Posidonie a été largement capable, lorsque l'herbier de Posidonie est en bonne santé, bien évidemment, est capable de lutter et gagne le combat contre la Caulerpe. Mais par contre, la Caulerpe colonise tous les endroits où la Posidonie, et notamment la matte morte, tous les endroits où la Posidonie n'est plus présente ou affaiblie par plein de choses, mais en tout cas affaiblie. Donc c'est un choix, nous, du Parc national, sur des sites sensibles, vu qu'on l'a fait dès le début, d'éradiquer, d'éliminer la Caulerpe lorsqu'on la trouve.
Je vois que le temps passe, donc je ne sais pas si tu veux que j'arrête là, David, pour peut-être répondre aux questions ou si je continue à dérouler. Je profite d'avoir une photo plein écran pour te poser cette question-là. C'est toi qui me dis. Bon, je sais pas combien il te reste, combien de temps, bon. Enfin, quelle matière à présenter encore? Oh bah là, écoute, c'est le sanctuaire Pélagos, mais je ne sais pas si c'est Ah intéressant ben pour. oui, ça tu pourrais en parler un petit Oui, peu du oui. chantier. Oui, oui, ça c'est intéressant, ça oui. Enfin, moi, ça m'intéresse, hein. Voilà. Et je Bah, pense que les alors, gens aussi. à l'unanimité de David, nous continuons. Donc bah là, pour le coup, ça nous permet d'avoir une image un petit peu bah là, voilà, on a vidé l'eau et comme ça, on voit bien ce qui se passe. Et vous voyez qu'on est vraiment à ras du plateau continental. Et ça, c'est ce qui fait la richesse aussi des îles d'Or. Donc, Porquerolles, Porquerolles, le Levant. C'est cette proximité avec le plateau, c'est de se retrouver en bord de plateau. D'ailleurs, on les appelait les stockades parce que ça voulait dire en grec, c'était les îles alignées, donc ces trois îles-là. Et le canyon que vous voyez qui est au-dessus, enfin au nord du Levant, s'appelle le canyon des Stockades. Et toute la partie, vous voyez, la Gabinière, je ne sais pas si vous resituez la Gabinière, hein, la Gabinière est là, et on est très proche du plateau. Et donc là, l'avantage, et ça, pour les personnes, enfin pour les bio, vous le savez aussi bien que moi, c'est que ce qui fait la richesse, et ça, c'est pas uniquement sous-marin, mais sous-marin, c'est encore plus flagrant, mais ce qui fait la richesse, c'est le dénivelé. Et en fait, le fait d'avoir justement ce plateau continental et cette falaise sous-marine, ben, ce dénivelé fait que on va avoir une biodiversité incroyable et en plus des phénomènes sous-marins d'upwelling et donc avec les apports en plancton, en matière organique qui vont faire que tout ça va remonter et arriver ben, sur nos chères petites îles. Et donc là, en termes de prédateurs pélagiques, on va avoir énormément de passages. Nombreux enfin, je connais personne qui est allé à la Gabinière et qui n'est jamais tombé sur soit un banc de barracuda, soit un banc, ou même à Porquerolles, hein, quel que soit le site de plongée. Du barracuda, de la dorade coryphène, de la céréole. Voilà, donc tous les grands prédateurs pélagiques viennent justement en bord de plateau parce que c'est là que les proies arrivent. Et bah, qui dit proie, qui dit richesse, dit aussi mammifères marins. Parce que ben, forcément, ça attire les grands pélagiques. Alors là, pour le coup, les grands. Et donc, notamment, ben, baleines, cachalots. Alors là, en ce moment, c'est vraiment la période des cachalots. On a énormément de cachalots en ce moment. Qui sont justement sur ce bord de plateau continental parce que eux se nourrissent forcément de céphalopodes, hein, ils sont teutophages, donc voilà, ils ont de quoi plonger profond pour aller chercher du calmar et autres. Et donc on se retrouve avec une grosse diversité d'espèces de mammifères marins. Et ce qui, du coup, a valu, là aussi, c'est une initiative du Parc national de Porquerolles, de créer le sanctuaire Pélagos. Donc là, c'est très important parce que ce sanctuaire Pélagos, donc pour vous montrer un petit peu voilà, donc vous voyez, hein, les îles d'Hyères sont là, hein, Porquerolles est là. Donc ce sanctuaire, c'est ce triangle-là. Donc là, on a une aire protégée ici en Sardaigne, on a une autre aire protégée ici. On englobe tout le golfe de Gênes. Et donc, ça veut dire que c'est ben, la France, Monaco et l'Italie, donc ces trois pays qui se sont mis d'accord pour créer ce sanctuaire. Donc, c'est dans les années 2000 où les accords ont été passés. Donc, ça représente quand même une sacrée surface, hein. Et en plus, l'avantage, c'est que par rapport au plateau continental, ben, c'est là que se retrouvent la plupart des mammifères marins, des grands mammifères en tout cas. On a beaucoup de populations de grands dauphins
qui sont très côtiers. Donc là, on en a beaucoup. Autour de la Corse également. Et là, moi qui arrive de Corse, j'ai pu faire, tellement ils sont côtiers et tellement ils sont territoriaux, j'ai pu faire le catalogue de tous les individus qui se trouvaient en Corse. Et en plus, là, cette route-là, en plus d'être la route de la plupart de nos bateaux, parce que là, c'est le passage privilégié pour les gros porte-containers, c'est aussi là que font leur migration les baleines. Alors, d'un côté, on pourrait se dire, ah bah oui, mais c'est dommage, enfin, c'est un peu dommage parce que là, il y a un vrai conflit d'usage pour le coup entre un des plus gros mammifères du monde et nos transports maritimes. Mais du coup, c'est bien que le sanctuaire Pélagos ait pu voir le jour parce que ça nous permet d'être force de proposition et avec les 3 pays main dans la main pour justement proposer des solutions à toutes les grosses compagnies maritimes pour éviter justement soit les impacts, soit la pollution sonore notamment, plutôt sonore, hein, là en l'occurrence pour les mammifères marins. Voilà, donc pour mettre des accords tripartites de ces 3 pays pour arriver à des consensus qui du coup protègent les mammifères marins. On peut toujours faire mieux, bien évidemment, mais encore une fois, comme on est à une échelle internationale, c'est à la fois une force et c'est aussi un peu une faiblesse parce que le sanctuaire Pélagos, c'est un peu comme l'UNESCO dans certains cas. Il n'y a pas d'ingérence internationale possible, donc on ne va pas faire une loi qui serait pour la France, Monaco et l'Italie. Donc, on ne peut faire que des recommandations. Et après, chaque pays, donc moi, nous, le ministère de l'Environnement français a délégué l'animation pour la France au Parc national de Porquerolles. Donc, il y a des règlements qui peuvent être pris en compte par le ministère via le Parc national. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Donc, notamment, au départ, c'était une préconisation par rapport au whale watching, notamment aux bateaux qui venaient justement en approche sur les mammifères marins. Au départ, c'était une préconisation et là, maintenant, c'est devenu une règle. C'est-à-dire qu'il y a le préfet maritime qui a pris un arrêté pour dire qu'on n'a pas le droit de s'approcher à moins de 100 mètres des mammifères marins et il y a des zones interdites, etc., etc. Donc finalement, ça a apporté ses fruits sur au départ un accord international pour montrer une bonne volonté de tout le monde à vouloir protéger les mammifères marins. Chaque État a pu de son côté, du coup, force de proposition, prendre des arrêtés, enfin en tout cas leurs différents ministères ont pu mettre en place des règles de bonne conduite qui sont devenues obligatoires et c'est pas plus mal. Après, il y a toujours un problème de contrôle, on s'en doute bien. Quand vous voyez la surface que ça représente, c'est compliqué de contrôler tout le monde, mais c'est déjà un petit pas, voire même un grand pas, étant donné la zone géographique où on se trouve et surtout tous les enjeux qu'il peut y avoir économiques sur cette zone-là. Donc, c'est une victoire quand même assez importante, en tout cas pour nous, clairement, on en est convaincus et on en est bien content. Donc voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour le sanctuaire Pélagos. Je vais peut-être rapidement passer pour vous dire qu'on a aussi la Caretta caretta, donc la tortue kawan qui est dans nos eaux et que très récemment on a commencé à avoir des pontes. Donc 2023 ça a commencé. Donc voilà, dans le parc national on a du coup maintenant des tortues qui viennent pondre. Donc ça c'est alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. En termes de biodiversité, c'est évidemment une bonne nouvelle. En termes de communication aussi. Après, savoir pourquoi est-ce que maintenant les tortues viennent pondre sur nos plages alors que ça n'était pas forcément le cas avant,
Est-ce que du coup, il y a un changement océanique qui fait que les proies, les méduses, on a de plus en plus de méduses, hein, commencent à arriver sur nos eaux en grand nombre et que du coup, les tortues suivent cette courantologie-là. Et une fois qu'il faut pondre, il faut pondre. Hein, elles n'ont pas le choix. Donc, des fois, elles pondent sur des plages où, malheureusement, ce n'est pas en cœur de parc national. Et c'est même pas loin de Saint-Tropez, entre deux transats, une baraque à frites, etc. Et donc là, on se doit de mettre tout un protocole en place pour essayer justement voilà, comme là, vous avez l'illustration. Donc là, on a de la chance, c'était à Porquerolles, donc on est en cœur de parc, on a des agents qui sont en permanence là. Donc là, pour les petits tortillons, c'était le top, j'ai envie de dire, même si on ne leur a pas posé la question, mais en tout cas, il y a eu très peu de dérangements et on était là pour veiller à ce que tout se passe bien. Mais des fois, elles sont sur des plages où là, c'est plus compliqué pour nous de contrôler, y compris pour les communes d'ailleurs, souvent très touristique, où ils nettoient les plages le matin avec un tracteur. Donc, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur un nid de tortue qui n'est pas forcément très enterré, bien profond. En tout cas, je voulais vous remercier déjà pour votre attention. Rappeler juste que voilà tout ce que le message principal quand même, c'est qu'on est tous passionnés et amoureux de cette mer, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Moi, pour mon cas, c'est la Méditerranée. Mais ce qui est important, c'est qu'on a ce patrimoine commun et on est des observateurs de cette mer. On est pas forcément des intrus, en tout cas on fait des intrusions qui nous procurent beaucoup de plaisir en essayant d'être le moins impactant possible et ça c'est l'essentiel pour que justement cette activité plongée puisse perdurer dans les espaces sensibles pour que nous, gestionnaires, on puisse en bonne intelligence avec les moniteurs de plongée faire en sorte que cette activité soit pérenne dans le temps et que tout le monde puisse continuer à en profiter. Toutes les données dont je vous ai parlé, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais en tout cas, on les retrouve sur calameo.com pour avoir, voilà, pour savoir un petit peu l'état de la mer, en tout cas dans le parc national. Et encore une fois, on a fêté nos 60 ans il n'y a pas longtemps et il y a un des élus, alors qui a été très connu en France parce qu'entre-temps, il est devenu Premier ministre, pas longtemps, mais il a été Premier ministre, mais il était surtout avant ministre de l'Environnement et c'est à ce titre-là qu'il a été invité aux 60 ans du parc. Et il a dit une chose qui, à mon sens, avait du sens, c'est que la prévention est beaucoup moins coûteuse que la réparation. Et donc, le message qu'on peut diffuser, et surtout vous, auprès de vos plongeurs quand ils viennent dans les eaux du parc ou ailleurs, de toute façon, quand ils sont dans le milieu naturel, si on fait attention à préserver, on en sortira mieux, sachant qu'on est quand même sous du changement qui peut être inquiétant à mon sens et donc il faut que nous on soit les yeux de tout ça et qu'on soit un petit peu nous aussi les sentinelles d'être pas les spectateurs mais les acteurs de ce qui est en train de se passer et qu'on soit capable de tirer la sonnette d'alarme quand il est temps, en tout cas tant qu'il est encore temps pour que les gestionnaires puissent faire ce qu'il faut pour ça. Donc voilà. Donc peut-être on aura l'occasion de se voir sur Porquerolles. Là, vous en avez l'illustration de ce petit village de Porquerolles en cœur de parc. En tout cas, voilà. Merci de votre attention et j'espère que j'ai pu illustrer ce qu'était la plongée en cœur de parc et un petit peu ce qui nos inquiétudes de départ et le travail que l'on peut faire maintenant avec l'ensemble des acteurs du monde sous-marin et les plongeurs étant les grands privilégiés de ce merveilleux monde sous-marin.
Merci beaucoup, Nicolas, pour cet exposé. Et merci d'avoir rajouté la partie Pélagos. Voilà. Mais on va passer aux questions-réponses. Voilà. Alors, si vous avez une question, vous levez la main, comme à l'école. En tant que prof, c'est normal. Voilà. Si, je laisse réfléchir, parce que moi j'en ai une en fait, Nicolas. Il y a 15 jours, 3 semaines, on s'est rencontrés, j'ai plongé à la Gabinière et il y a une algue qui recouvre tout, une sorte d'algue filamendreuse, je ne connais pas son nom. Est-ce que c'est naturel qu'elle soit là? Parce que ça fait un certain temps que je la vois et elle est de plus en plus envahissante. Tout à fait. Alors, c'est le Phocladia. C'est une algue, effectivement, qui est pas du tout originaire de la Méditerranée à la base. Et dès qu'on a des canicules marines, en fait, elle s'installe. Alors, elle est toujours un petit peu présente, mais l'été, du coup, elle prend possession du site. Et c'est une inquiétude qu'on a pour nous parce que justement, par rapport à toutes les espèces qui sont fixées, alors là, pour le coup, elle représente un étouffement. Les plongeurs appellent ça la barbe à papa, Mhm. parce que voilà. Et donc, on nous la signale assez régulièrement. Alors, ce qu'on retrouve dans le phénomène, c'est que par contre, l'hiver, bah, elle se fait beaucoup plus discrète et elle morfle encore un peu l'hiver, parce qu'on a quand même des remontées d'eau froide. Et l'avantage des îles, c'est qu'on a le vent dominant qui est le Mistral. Et le Mistral, l'avantage, c'est que l'hiver, du coup, il fait remonter les couches. Donc, du coup, en fait, il fait un courant sur la colonne d'eau et donc, on a les eaux froides qui arrivent en surface. Donc, ça permet de réguler un peu ce genre d'espèces-là. Mais effectivement, je te confirme qu'on a bien cette espèce envahissante que l'on essaye de surveiller. Et après, il faudra se poser la question si elle prend trop de place en fonction de son impact, si on a une action, nous, en tant que gestionnaire, sur certains sites, évidemment, hein, mais d'avoir cette action-là, comme on a pu l'avoir avec la Colerpa taxifolia à l'époque, où on a pris la décision de l'enlever. Oui, L'avantage parce d'un parc national, c'est qu'on est un laboratoire. On est identifié comme ça. Donc, si on l'a à Port-Cros, c'est qu'elle est ailleurs en Méditerranée. Et donc, on pourrait très bien nous demander, à nous, agents du parc, gestionnaires, de dire, ben voilà, tester le fait de l'éradiquer pour voir si elle revient plus vite ou pas, s'il y a un impact ou pas sur les espèces, quelle méthode on utilise pour pouvoir l'arracher. Voilà, pourquoi pas. Ça pourrait nous être demandé et on s'exécutera pour justement servir de test pour que ce soit après répandu sur d'autres sites de plongée notamment s'il y a trop de dégâts. ouais, parce qu'en dessous, on peut voir, c'est mort, hein. Ah Quand oui. c'est bien touffu, les gorgones sont mortes. Alors, je vois que Sylvie veut poser une question. Sylvie, je te donne la parole. Oui, merci. Merci David, merci Nicolas. En fait, pour rebondir sur l'éradication des espèces invasives et la manière dont on peut intervenir, tu as parlé tout à l'heure de la Colerpa taxifolia. Et je voulais savoir, tu as dit que vous l'aviez éradiquée. Et je me demandais par quelle méthode. J'avais vaguement entendu parler de plaques de cuivre à un moment donné, mais je ne sais pas si c'est encore ça. Et si on a une minute, si tu peux nous parler de ça, merci. Tout à fait. Alors, eh ben justement, c'est très pertinent comme question. Ça me permet de rebondir sur ce fameux laboratoire qu'on représente. Et il y a plein d'hypothèses qui avaient été émises. Il y avait l'eau chaude, il y avait le recouvrement avec des bâches pour éviter la photosynthèse, il y avait le cuivre, il y avait l'arrachage manuel, il y avait l'arrachage avec… donc, au final, sur Porcro, on a pu tester tous ces outils et on s'est rendu compte que le cuivre, eh ben, finalement, il y avait un impact sur d'autres espèces. Donc, on a arrêté le cuivre. Au niveau de la bâche, le problème, c'est que pareil, au niveau des fonds sableux, même si on avait l'impression que c'était un grand désert après, mais on avait peut-être eu un impact sur certaines espèces aussi qui étaient enfuies. On a notamment des espèces comme la girelle qui a tendance à s'ensabler. Enfin, donc, finalement, la méthode qui a été retenue et celle qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est l'arrachage manuel avec un aspirateur. C'est un peu les suceuses qu'on utilise en archéologie sous-marine.
Et donc, en fait, on a ce système-là pour pouvoir aspirer le sédiment en même temps avec un filtre, ce qui nous permet de récupérer uniquement les stolons de la colerpe. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que lorsqu'on fait de l'arrachage manuel, eh ben, on peut passer à côté et laisser un petit bout de stolon comme ça. Et si on revient 2 ans plus tard, eh ben, le stolon, il fait 20 cm de plus, quoi. Parce qu'elle a une croissance quand même qui est quand même assez élevée dans les périodes chaudes, contrairement à la Posidonie, d'où le problème de lutte entre les deux espèces. Donc, on a testé tout parce que c'était notre boulot de le faire. Et finalement, Petit là problème maintenant, de micro. vous m'entendiez plus? Vous m'entendez ou pas? On t'entend plus. Coupe ta caméra, Nicolas. Oui, je coupe ma caméra. OK. Si tu m'entends, Oui, moi je vous entends. ça passera mieux. Vas-y. Oui, donc tout ça Voilà, pour dire vas-y. que Donc il restait des petits morceaux de stolon. Oui, et du coup, la méthode maintenant qui est utilisée, c'est l'arrachage manuel avec tout le temps l'aspiration. On avait même parlé, j'avais entendu qu'il y avait un scientifique qui voulait introduire un prédateur à la Colerpa, Taxiflodia, mais ça n'a pas été retenu. Non, Dieu merci. Je crois. Oui. Autre question. Oui. Autre question. Non. Ah oui, voilà. François, c'est ça? Françoise et Marc, Oui. mais là c'est Marc. Ah oui, Marc, pardon. Je vois que le début. Marc qui parle sous le nom de Françoise, vas-y. Je voulais savoir si on arrivait à voir l'impact de la réserve sur les zones avoisinantes. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y avait de la pêche et d'autres phénomènes qui faisaient que ça ne bougeait pas forcément sur la côte, mais je voulais voir si malgré tout, depuis la création, on pouvait quand même voir un impact sur les espaces environnants. Merci. Oui, alors très, très clairement, et c'est grâce aux pêcheurs d'ailleurs qu'on a pu évaluer cet effet réserve. On parlait de corridors tout à l'heure, et de par la courantologie, on sait très bien que lorsqu'il y a un ensemencement, donc quand on fait une protection forte, le stade larvaire de la plupart des espèces fait que on sait très bien où vont aller les larves, et donc du coup on sait, on a les chiffres pour savoir que l'effet réserve de Porquerolles bénéficie à beaucoup d'autres sites qui sont en aire adjacente voilà, et donc ça les pêcheurs s'en rendent compte et ils voient très bien la différence depuis la création du parc, qu'au niveau des prises sur la qualité et la quantité des poissons, la proximité du parc national de Porquerolles n'est plus à démontrer. Bien. Alors, une petite dernière question. Non. Ben voilà, écoute, merci beaucoup Nicolas de cette présentation. Merci de nous avoir donné envie de retourner à la gabinière plongée. J'espère te revoir l'année prochaine, parce que tu fais quelques conférences dans les stages l'IFRAS qui se font du côté du Lavandou et autres. Donc voilà. Eh bien, c'est sur ces mots que je clôture cette conférence. Je vous remercie d'être passé. Il y aura bien sûr la vidéo qui sera mise en ligne le plus tôt possible. Et je vous dis à très très bientôt, puisque nous aurons logiquement, alors c'est encore sous réserve, une présentation sur les récifs artificiels. Voilà, donc, mais c'est sous réserve. Et il y en aura encore une autre après. Et voilà, bon, vous allez tout recevoir par mail. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt. Et encore merci d'être venu. Voilà.
Au revoir tout le monde. Au revoir, merci pour votre invitation. À bientôt. Merci. Au revoir, Merci merci À beaucoup. bientôt, Merci Nicolas. David. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.